OK, ben bonjour tout le monde. Alors, on va débuter. Bienvenue à la table ronde sur l'œuvre et le parcours de Rosselvien. Je vous ai présenté brièvement tout à l'heure Rosselvien. Je vais juste rappeler quelques éléments. Rosselvien est né en 1929 à Roberval. Il a quitté très tôt la ferme pour des études, puis rentré chez les clercs de Saint-Viateur. Je le mentionnerai pas si c'était pas aussi important dans son esthétique. Il a par la suite rompu avec la vie religieuse et il est allé s'installer d'abord en Saskatchewan, ensuite au Manitoba. Il a beaucoup voyagé aussi. C'est un écrivain aux multiples pseudonymes. Il a développé une œuvre introspective et expérimentale qui est marquée par l'altérité, le déplacement, mais aussi une sensibilité avant-gardiste qui est très près dans certains textes de l'autofiction. Par la suite, on va en reparler, mais Rosselvien est quand même tombé dans l'oubli. Et son œuvre, aujourd'hui, fait l'objet d'un important travail de redécouverte par nos invités. Pour l'anecdote, moi-même, je connaissais pas l'œuvre de Rosselvien avant 2022, quand j'ai reçu un courriel de Armel Saint-Martin, parce que c'était la parution du premier tome des œuvres complètes de Rosselvien, sur lesquelles ont travaillé Lise Gaboury-Diallo, Raymond Hébert et Armel Saint-Martin. Puis c'est pas tous les jours dans une vie de chercheur que ça arrive, qu'on reçoit un courriel et qui nous apprend l'existence d'un écrivain LGBT alors qu'on travaille précisément sur ces enjeux-là. C'était vraiment, je me souviens, un moment assez exaltant, là, parce que soudainement, j'avais comme toute une œuvre qui s'ouvrait devant moi et qui m'amenait à repenser complètement la vision qu'on peut avoir de la littérature LGBTQ+, au Québec, puis même au-delà de la littérature LGBTQ+, des questions esthétiques, formelles, etc. Donc, avant qu'on passe aux questions, je vous présente brièvement nos invités. Parce que c'est pas tous les jours aussi qu'on reçoit de la visite du Manitoba au département. Donc nos invités, quand on a lancé l'idée de faire une table ronde, ils ont tous accepté de prendre l'avion, de venir à Montréal vous rencontrer puis qu'on discute ensemble de Rosselvien. Donc je présenterai d'abord J.R. Léveillé, qui est écrivain et éditeur, qui est l'auteur de plus d'une trentaine d'œuvres, tant en roman, en poésie qu'en essais, qui ont été publiés au Manitoba, en Ontario, au Québec, en France aussi. Il y a certains spécialistes qui considèrent que son roman Tombeau, qui est paru en 1968, marque l'entrée de la littérature franco-manitobaine dans la modernité. C'est vrai. C'est vrai. Et de 1981 à 2006, il a poursuivi une carrière comme journaliste et réalisateur à Radio-Canada. Puis de 1997 à 2015, il a aussi été directeur littéraire aux éditions du Blé, qui est vraiment un lieu de publication assez important pour les francophones là, dans l'Ouest canadien. Lise Gaboury-Diallo est professeure au département d'études françaises de langue et littérature de l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Elle se spécialise notamment dans les littératures de la francophonie, entre autres celles du Québec, de l'Acadie, de l'Ouest canadien. Elle siège au comité de rédaction des Cahiers franco-canadiens de l'Ouest depuis quelques années, qui est aussi un lieu de publication très important pour la recherche universitaire sur les francophones de l'Ouest canadien. Elle ne l'avait pas écrit dans sa biographie, mais je le rajoute, Lise est aussi écrivaine. Hein? Elle a publié plusieurs recueils de poésie, des recueils de nouvelles, du théâtre, etc. Raymond Hébert est professeur émérite de sciences politiques à la même université que Lise, donc l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Il est l'auteur de livres sur la politique et la société manitobaine, de nombreux articles aussi sur la politique au Canada et au Manitoba. Il s'est spécialisé sur les questions constitutionnelles et politiques qui touchaient la minorité francophone canadienne. Dans les années 60, il a assumé avec Rosselvien la publication d'un hebdomadaire bilingue au Manitoba, qui a joué lui aussi un rôle assez important dans la vie culturelle des Franco-Manitobains. Je vous dis un petit mot sur une autre de nos collègues qui s'appelle Armel Saint-Martin, qui est pas là aujourd'hui, mais qui a participé à l'organisation de la table ronde, en finançant notamment avec ses fonds de recherche la venue de nos invités. Donc Armel est prof à l'Université du Manitoba. Elle est spécialiste du Marquis de Sade, et c'est elle qui pilote notre projet de recherche sur Rosselvien. On pourrait peut-être en reparler à la fin, comment une spécialiste du Marquis de Sade en vient finalement à travailler sur Rosselvien. C'est assez intéressant. Puis, vous connaissez probablement déjà ma collègue Stéphanie Bernier, parce qu'elle est professeure au même département que moi, là, ici à l'Université de Montréal, donc le département des littératures de langue française. Mais je vous dis quand même un mot à son sujet. Ses recherches portent sur le mentorat littéraire au Québec, sur l'épistolaire, sur les archives d'écrivains. Stéphanie a beaucoup travaillé sur Alfred Desrochers et Louis Dantin. Et je sais pas si c'est un secret, là, mais elle prépare en ce moment une édition critique des poèmes de Gaston Miron. Donc si c'était secret, ça ne le sera plus. Absolument. Mais voilà. Puis moi,
vous me connaissez parce que je suis votre professeur ce semestre-ci, là, je m'appelle Alex Noël. Et voilà, donc c'est vraiment un grand plaisir de tenir cette table ronde sur l'œuvre de Russell Vien. Je laisse la parole à ma collègue Stéphanie qui va poser la première question. Oui, donc moi aussi, c'est vraiment... Merci Alex de m'avoir convié à cette table ronde, puis pour pouvoir prendre part, ne serait-ce que le temps d'une discussion à cette aventure, à cette enquête sur les traces de Russell Vien. Donc, c'est vraiment une belle occasion de le faire connaître ici au département, mais par-delà aussi, c'est l'objectif de la discussion aujourd'hui. La première question qu'on avait envie de vous poser, c'est vraiment une question brise-glace dans tous les sens, qui va nous permettre, je pense, d'avoir une vue surplombante sur l'œuvre de Vien, sa contribution. En fait, on se demandait pourquoi, selon vous, l'œuvre de Russell Vien était-elle importante au point où ça méritait d'être rééditée aujourd'hui, qu'elle soit mieux connue, plus connue, voire connue. Oui. Moi, je vais chambarder un peu votre ordre des choses. Oh mon Dieu! Ça commence bien. Ça y est. Oui, pour répondre à la question brièvement, oui, c'est clair que c'est un auteur très important, mais complètement inconnu au Québec et même au Manitoba français, parce qu'il a publié anonymement toute sa vie. Donc, ça, c'est une raison. Il était en liste pour de grands prix littéraires ici au Québec, notamment en 1972, mais anonymement, sous le nom de Gilles Delaunière. Alors, cherchez pas Russell Vien. À cette époque-là, c'était Gilles Delaunière. Il est passé très proche de gagner, mais s'il avait gagné, je sais pas ce qui serait arrivé, parce que c'était pas son vrai nom, et puis je sais pas s'il était prêt à se dévoiler à l'époque. La raison principale, c'est qu'il était gay. Il est né en 1929 à Roberval, comme vous l'avez mentionné. Et puis, gay dans un milieu rural, un petit village, à l'époque, quand on a 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est la vie est dure. Et puis, il a décidé, dès le début, de garder l'anonymat. Et dans mes recherches, j'ai rencontré la famille, à partir de 2017, j'ai rencontré la famille de plusieurs membres de la famille, membres survivants. C'est une grosse famille d'une dizaine de personnes. Je suis devenu vraiment ami. J'ai développé une amitié assez spéciale avec une de ses sœurs qui s'appelle Monique Vien, qui est la sœur cadette de Russell. Et puis, je lui ai posé la question carrément en 2017. Il est mort en 92, soit dit en passant, 1992. Est-ce que Russell a bien fait de garder l'anonymat toutes ces années-là? Là, j'espérais. Je savais pas à quoi m'attendre. J'étais pas sûr qu'est-ce qu'elle répondrait. Elle a dit oui, absolument, il a eu raison. Chez nous, s'il avait publié ce qu'il a publié en 1960, par exemple, ça aurait fait scandale, non seulement dans notre famille, mais dans tout le village. Puis notre nom, Vien, aurait été noirci jusqu'à la fin des temps, s'il s'était révélé. Alors, c'est à ce point-là que les attitudes étaient, on peut dire conservatrices, mais ça serait trop gentil, étaient bornées, étroites, ultra-conservatrices, ultra-montaines, par rapport à tout ce qui était pas la vie normale dans un petit village. Alors, je veux... de toute façon, je continue. Non, ce sera pas long, mais je veux mettre en contexte un peu notre projet de recherche. Donc, ça répond indirectement à la question. Alors, l'évolution de ce projet... Alors, moi, j'ai rencontré Russell Vien en 1964 et on venait de fonder un petit journal, un quotidien, une feuille de chou, de fait, bilingue, anglais-français, à Saint-Boniface, qui fait partie de Winnipeg. Très tôt, il y avait une section française, donc moi j'étais complètement dépourvu. Je pouvais écrire un certain nombre de choses, mais alimenter un petit journal, mettons 2 pages par semaine, là, ça prenait des collaborateurs. Puis heureusement, on travaillait au même poste de radio, Russell et moi. Puis il a dit, Raymond, tu viens de commencer un journal, est-ce que ça t'intéresserait est-ce que je pourrais collaborer? J'ai dit absolument. Envoie-moi ce que tu veux. Dès la première semaine, il commençait à pondre des textes. Parce que Russell Vien, je le disais au lunch, là, il écrivait tout le temps. C'était plus fort que lui. Il écrivait soit des lettres, la correspondance, des articles, des livres, toutes sortes de choses. Il écrivait constamment. Et une partie de ses écrits,
dès ce moment-là, se sont retrouvés dans cette feuille de chou-là, qui s'appelait le Courrier de Saint-Boniface. Alors, j'ai été rédacteur en chef pendant 1 an, puis à la suite, il a pris la direction du Courrier de Saint-Boniface pendant 15 ans. Il a continué pendant une bonne quinzaine d'années par la suite. Alors, on s'est dit, il faudrait, à un moment donné, en 2017, j'avais fait la connaissance d'Armelle Saint-Martin, justement, puis elle m'a dit, Raymond, j'avais fait une présentation dans un de ses cours. Elle a dit par la suite, je cherche un sujet, j'aimerais élargir mes champs de recherche. Est-ce que tu peux penser à quelqu'un au Manitoba français qui est soit inédit ou qui mériterait qu'on fouille un peu? Ben, j'ai dit Rosselvien. Personne n'a écrit sur Rosselvien. Puis on sait qu'il a écrit des choses. Moi-même, je ne connaissais pas l'étendue de ses écrits. Alors, on a commencé à fouiller. Elle m'a trouvé un petit octroi pour m'envoyer à Roberval. Alors, j'ai passé une semaine à Roberval à rencontrer la famille de Rossel. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de plusieurs des membres qui ont été très, très sympathiques. Il y en a une qui avait 95 ans. Elle s'appelle Georgette, décédée depuis plusieurs années maintenant, qui voyait Anguille sur roche. Elle a dit, ben, vous cherchez quoi? Au juste. Parce qu'il savait déjà, parce que le mot s'était répandu un peu, qu'il y avait toute la question gay qui sous-tendait tout ça. Est-ce que donc vous voulez faire du sensationnalisme? Vous voulez, je sais pas, découvrir des choses, tu sais, sensationnalistes par rapport à Rossel? Puis moi, j'ai dit, ben non, pas du tout. On veut explorer. C'est un littéraire. On veut explorer son œuvre. Ça fait que on a découvert avec la recherche puis tout ça que ses premiers écrits ont été publiés dans la revue Les écrits du Canada français. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pose la question. Hein? Non. Pas une personne ici qui connaît les écrits du Canada français. C'était une œuvre très avant-gardiste durant les années 1950 et 60 et même 70, mais surtout 50-60. Précurseur de la Révolution tranquille au Québec. Que vous connaissez, je présume. Alors, ces écrits-là ont ouvert la porte intellectuellement à ce qui est devenu la Révolution tranquille au Québec. Rosselvien était un des auteurs des écrits du Canada français. Il a publié en 1960 un texte autobiographique et il s'est présenté presque comme ça, tel quel. Qui s'intitule Un homme de 30 ans, où il raconte ce que c'était d'être gay et d'évoluer à travers toute sa vie comme une personne gay pour en arriver à 30 ans. On fait face à quoi à 30 ans? Un texte très douloureux, parfois un peu à lire, très difficile, parce que c'est très intime. Et puis, c'est vraiment, moi je maintiens que c'est le premier texte gay de la Révolution tranquille, publié en 1960, au tout début. Il y a eu d'autres textes peut-être avant, mais celui-là carrément aborde le thème de l'homosexualité de front et de par son expérience vécue. Alors, on aurait cru que ça aurait fait choc, mais il n'y a rien... J'ai rien trouvé qui fait qu'à l'époque, il y a eu un choc particulièrement dans la société québécoise suite à la publication de ce livre-là. Mais il faut dire que les écrits du Canada français, c'était une publication d'élite. C'était l'élite vraiment qui lisait ça. Mais on retrouvait tous les grands auteurs de l'époque. C'était dirigé entre autres par Pierre-Éliott Trudeau et Gagnon, genre, comment ça s'appelait? Urtubise qui était là-dedans aussi. Claude Urtubise qui était là-dedans. Alors, parmi les plus grands intellectuels de l'époque. Donc, l'importance de son œuvre pour une activité d'écriture nourrie, son rôle de pionnier, peut-être, pas peut-être, oublié aujourd'hui. Lise et J.R., l'importance de l'œuvre de Rosselvien, à vos yeux, ça réside en quoi? Tu veux y aller? Non, c'est vous autres. Moi, je suis comme un petit wagon qu'on traîne derrière. Eux autres, c'est le comité Rosselvien. Alors, vas-y, puis je parlerai après. Je pense que c'est important de redécouvrir l'œuvre de Rosselvien aujourd'hui,
parce qu'il donne tout un éclairage sur le passé qu'il a vécu, et ce dont Raymond vient de parler. Mais c'est pas seulement au niveau des thèmes. Parmi ces thèmes, il y a des thèmes universels, mais il y a aussi certains thèmes qui sont assez particuliers, qui sont inédits, disons, pour l'époque. Mais je dirais que c'est aussi à cause de son style qu'il faut l'apprécier, parce que il avait déjà, dès ses premiers écrits, une façon de s'exprimer qui est à la fois poétique, philosophique, mais aussi empreint d'une sensibilité assez surprenante. Et au fur et à mesure qu'il évolue, il va s'aventurer de plus en plus vers une écriture très expérimentale. Je crois que vous avez lu Quantième, certains d'entre vous. Vous avez pu constater que il explore justement le flux de conscience, cette écriture qui est marquée par des virgules, de longs paragraphes, des points de suspension de temps en temps. Presque proustien, très peu de dialogue, vraiment une voix très intime, et moi je dirais, je qualifierais ça vraiment de l'autofiction, surtout Quantième, là, je veux dire, c'est comme un homme de 30 ans, c'est vraiment un reflet, c'est son journal personnel, et on voit justement la tension avec la citation qui est mise en exergue de Georges Bataille, la tension entre la chair et la conscience, le désir et autre chose, là, la société qui nous impose un système de valeurs. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi, c'est son écriture elle-même. C'est pas seulement les thèmes révolutionnaires, disons, qui portent sur l'homosexualité, mais aussi son écriture et la façon qu'il aborde cette question. Je continue tout simplement dans la lignée de l'écriture que tu viens évoquer. Je vais reprendre certaines choses. Je pense justement que cette écriture que lui-même, tu ne l'as pas cité, mais tu sais, qui appelait ses phrases spaghetti. Oui. C'était son expression à lui. Elle est pionnière, justement, parce qu'il y a tellement de nouvelles. Ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Marie-Claire Blais, on retrouve quelque chose d'un peu semblable dans la série des Soifs. Moi, j'ai vu aussi des aspects du nouveau roman dans l'œuvre de Claude Simon, mais je me référais aussi à un roman notoire de Philippe Solers qui s'appelle Femme. Ceux qui connaissaient le roman, de petits bouts de phrases, mais qui sont arrêtés par des points de suspension. Tout le roman est construit comme ça. C'est une brique, mais des points de suspension qui permet d'avancer à un certain rythme et une certaine croissance. Et je pense, comme tu laisses entendre, on trouve dans l'écriture à spaghetti de Rosselvien quelque chose qui ressemble au stream of consciousness qu'on appelle en anglais, mais pas stream of consciousness dans le sens que on laisse la pensée aller n'importe où, mais c'est une pensée qui avance par constatation, d'où la virgule. Ce n'est pas terminé, mais il y a un autre constat qui arrive, une autre virgule. Alors, le paragraphe avance comme ça, il n'y a pas de point final à la pensée. Elle avance par paragraphe, elle se corrige presque dans un sens, elle se définit, elle se développe en avançant ainsi petit par petit. Et ce genre-là correspond très bien au titre de son recueil qui s'appelle « Y fuir encore ». C'est comme si c'est jamais fini. Il se fuit lui-même encore, constamment. Ça a pris du temps, je pense, avant qu'il accepte fondamentalement son identité. Alors ce conflit-là est toujours présent et je pense qu'il est symbolisé très littéralement par cette ponctuation à la virgule. On n'avait pas vu ça dans la littérature, je dirais canadienne, si on fait canadienne-française ou québécoise. On n'avait pas vu ça dans la littérature canadienne auparavant. Je trouve ça assez pionnier. Puis assez pionnier, comme vous l'avez dit aussi, parce que c'est un texte gay, c'est parmi les premiers textes gays. S'il avait été connu en 72, et puis le critique Réginald Martel y fait allusion, c'est dommage que ce nom-là ne soit pas connu, parce que à ce moment-là, il aurait été connu au Québec. Il aurait été reconnu dès 72 comme pionnier au Québec
de la pensée gay, de l'actualité du fait gay et de toute la littérature gay. Alors, il s'est caché sans doute pour les raisons mais peut-être même en 1960, parce que ce texte-là lui-même, un homme de 30 ans, est déjà révolutionnaire sur ce plan-là. Oui, tout à fait. S'il l'avait signé de son nom. Oui, tous ces textes-là. Oui. Mais en 72, au moins, l'homosexualité n'était plus criminalisée. Donc, on peut comprendre que peut-être, s'il était resté à Montréal, puis avait publié en 72 sous son nom, il serait connu, tout le monde parlerait de Rosselvien. Il y a des recherches qui se font, puis on découvre qui sont peut-être les premiers qui étaient les auteurs queer au Québec. Alors, on en trouve qui ont évoqué le sujet. Vous en avez un, là, je vois. Voilà ce volume-là, L'âne de Carpisan de Raymond Goulet, 1957. Si vous l'avez pas lu, lisez ça. C'est un conte à la Voltaire. C'est fantastique. C'est plein d'humour, de moquerie. L'évêque de Carpisan subit une réassignation sexuelle. Imaginez-vous, on est en 1957. Lui aussi, s'il avait été au Québec à ce moment-là, et puis il avait fait les manchettes, serait quelqu'un de connu. Mais Raymond Goulet, c'est un autre auteur qui n'est pas connu. Mais alors, en dehors sans doute de la question de l'homosexualité qui intéresse particulièrement le cours, je pense qu'il faut vraiment souligner, comme tu le disais, l'écriture de Rosselvien. Et ça m'amène justement à sa place dans l'histoire littéraire. T'en parlais un petit peu avec les questions LGBTQ+, hein, puis c'est tout à fait pertinent ce que tu dis là, parce que les années 70, en plus, c'est les années des premiers grands textes LGBTQ+. Au Québec, c'est Hosanna de Tremblay, Les Nuits d'Underground de Blais, notamment, etc. Mais quand on lit la préface au premier volume des œuvres de Vien, il y a une volonté qui est manifeste de votre part d'intégrer cet auteur-là qui a été oublié au sein de l'histoire littéraire du Québec. Vous l'avez dit, il a remporté un prix... il a remporté un prix de poésie important, hein, celui-là même qui avait couronné les chefs de file de la poésie de la première moitié du 20e siècle au Québec. Là, je pense à Robert Choquette. Ces expérimentations formelles précèdent celles de plusieurs grands romanciers et grandes romancières de la deuxième moitié du 20e siècle au Québec. Dans ses nouvelles, il dépeint un Québec qui est ancien, puis c'est sans compter ses travaux en histoire puis à la radio. C'est pas simple de l'insérer après coup dans la trame historique traditionnelle, qui est souvent articulée autour d'un avant-après la Révolution tranquille, tant ses choix, là, autant thématiques que formels, puis sa trajectoire, semble déjouer les découpages usuels. Donc ma question, ce serait celle-ci, c'est Rosselvien, il est difficile à situer dans les périodisations classiques en grande noirceur versus Révolution tranquille. En plus, il est absent des grandes synthèses historiques. Qu'est-ce que ça révèle, ce mauvais emplacement-là, sur notre manière d'écrire l'histoire littéraire? Puis est-ce qu'il faut chercher à l'intégrer au canon existant ou accepter qu'il va le désorganiser? Moi, je suis en faveur de la désorganisation le plus possible. Moi aussi. Oui. Je pense que le terme même de la grande noirceur est contesté fortement maintenant. Il se passait énormément de choses dans les années 40, 50, énormément de littérature, énormément de... mais je pense que Rossel en particulier et les écrits du Canada français en général présentaient des œuvres vraiment révolutionnaires ou quasi-révolutionnaires en termes de rupture des anciens modes de pensée qui étaient cléricaux plutôt, encrassés peut-être de façon fixe, de symboles fixes, de valeurs fixes. Mais tout ça commençait à être contesté dans les années 50. Mais il me semble qu'avec Rossel, ça éclate au grand jour. Mais d'autres écrivains aussi, des écrits du Canada français. L'anonymat, évidemment, a joué contre lui. Parce que, autrement, il serait connu comme un des pionniers de la littérature contemporaine québécoise, certainement. Oui. C'est lui-même qui s'est imposé cette invisibilité. C'est lui-même qui a choisi. Oui. Moi, quand j'ai vu la question que vous nous aviez proposée, j'ai tout de suite pensé à Lasquin, d'Albert Laberge. Je me suis dit, bon, comment est-ce que l'histoire littéraire a aménagé une place pour cette œuvre de parodie, n'est-ce pas? Et je me suis dit, il va falloir aménager une place pour Rosselvien, parce que lui-même, il vient bousculer
nos attentes et notre façon d'envisager le canon littéraire. Et cet effacement, n'est-ce pas, que nous essayons de corriger avec notre travail, va nous permettre justement de revoir la périodisation classique qui a été jusqu'à présent enseignée. Hein? Et j'aime beaucoup cette idée de désorganiser. Hein? Oui, il faut faire de la place à tout le monde. L'histoire littéraire se fait de toutes les découvertes que nous faisons. On peut penser à la découverte de Isidore Ducasse, le conte de Lautréamont par les surréalistes. C'est eu un effet incroyable. Puis là, Lautréamont, c'est une des grandes figures. Mais pendant un certain nombre d'années, il était absolument inconnu. Il avait disparu comme Rosselvien. Mais pour reprendre ce que Lise vient de dire, je pense que il faut... j'aimerais souligner que l'œuvre de Rosselvien a beaucoup d'envergure. Et puis, notre éditeur, les presses de l'Université Laval, a accepté de publier autant de volumes qu'on peut trouver des écrits de Rosselvien. Puis il y en aura au moins 4. Alors, vous avez, si je peux prendre celui-ci, ça c'est le tome 1, paru en, je crois, 2022. Oui. Et il y en aura au moins 3 autres. Un tome très bientôt qui va regrouper ces 3 volumes publiés dans l'Ouest, publiés à Winnipeg. Alors, on va regrouper ça dans un volume avec la poésie. Alors, ça, sous la direction de Roger Léveillé. Alors, ça va constituer un volume. Alors, c'est énorme. Ça sera peut-être le plus, ça va être presque massif. Le premier tome, ce sont ses écrits publiés au Québec. C'est ça. Sous le pseudonyme de Gilles Delonnière. Le deuxième tome, ce sont ses écrits publiés sous un autre pseudonyme, Gilles Vallet. Son pseudonyme de l'Ouest. Il aimait beaucoup le prénom Gilles. Peut-être, juste pour conclure sur la question de l'histoire littéraire, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai appris à le connaître, parce que moi aussi, ça fut une découverte, une heureuse découverte, révélation dans mon cas quand j'ai commencé à le lire, c'est si on fait, ça dépend toujours de quelle manière on fait l'histoire littéraire. Si on fait l'histoire littéraire sur un plan plus sociologique, il appartient vraiment à un Québec justement ancien, c'est-à-dire issu d'un milieu modeste, de l'agriculture, formé au noviciat, puis il fait son entrée dans le champ littéraire par l'histoire. Ça qui était typique des lettrés avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis ensuite, d'ailleurs que Lionel Groulx avait loué ce travail d'histoire, puis ensuite polygraphie, c'est-à-dire qu'il va travailler dans différents médias, le radio, journaux. Donc là aussi, on est vraiment typiquement dans la trajectoire qu'on retrouve avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ensuite, quand on regarde son œuvre sur le plan formel, thématique, là, ça déjoue des pronostics. Même moi, ce qui m'a frappé en lisant Un homme de 30 ans, c'était l'américanité qui était... qui habitait son œuvre, l'intertextualité, il convoque beaucoup Hemingway dans cette œuvre-là. Moi, bien sûr, j'ai été touchée par la référence à Alfred Desrochers, Je suis un fils déchu, parce qu'il évoque, en fait, cette descendance à laquelle il appartient, mais de laquelle il ne se reconnaît pas. Il dit, mon grand-père était sans doute un homme des bois, un coureur des bois, mon père était agriculteur, moi, qui suis-je? Et puis il dit, parmi mes grands rêves, ce serait être camionneur. Donc là, il me semble que ça dit quelque chose, des grands espaces. Et quand je pense américanité, je pense pas États-Unis, mais je pense plus d'une continentalité qui se trouve dans son œuvre. Volkswagen Blues. Oui, c'est ça. Donc là, il me semblait que ça faisait comme une espèce d'arc narratif qui nous amenait de l'autre côté là, de la Révolution tranquille. Tout à fait. Tu sais, ce qu'on pourrait souligner, c'est que inconnu au Québec, mais pas inconnu au Manitoba. Son œuvre fictive est inconnue au Manitoba, mais lui était connu. Il écrivait dans ce journal, Le Courrier. Il était animateur à la radio CKSB avant que ça devienne la radio de Radio-Canada. Il traduisait la revue de la compagnie de l'abbé Dudson. Il faisait des recherches en archives. Je veux dire, son nom, sa personne était connue, mais il était pas... Cet aspect-là de son identité comme auteur de fiction était pas connu. Mais juste une parenthèse, vous avez fait allusion à son premier livre, sa première œuvre. C'est l'histoire de Robert Val, un bouquin de 400 pages, simple interligne, avec photos, tout ça publié en 1955.
Il avait 25 ans. Est-ce qu'il y en a qui ont 25 ans? Avez-vous Alors, les avez-vous moyens? un livre de 400 pages L'histoire publié, de Montréal. louangé par Et Lionel il Groux? n'avait pas de formation d'historien. Ouais. Non. Pas de formation, il Et avait il son a bac. aménagé une grande place aux voix autochtones, Premières Nations, puisqu'il Oui. était lui-même d'héritage d'ascendance, descendance montagnaise. Et ça, c'est un volet dont on n'a pas encore Non, parlé, on va en c'est sa parler. sensibilité au Mais marge. innovateur dans ce domaine-là Ouais. aussi, je veux dire, ça ouvert les publications historiques, il a donné une nouvelle face à la façon d'écrire l'histoire. C'est pour ça qu'il il était reconnu. Alors, comme Russell Vien, il était connu, mais comme Gilles Delaunière ou... Et Gilles il Vallet, était inconnu. pas Oui, tellement. c'est ça. C'était une figure qui était quand même publique, mais Oui. on lui associait pas ses textes Ses de écrits, création. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour les gens dans la salle, vous connaissez peut-être pour la plupart cette pièce-là de Michel Marc-Bouchard qui s'appelle Les Feuilluettes, qui met en scène un couple de jeunes hommes dans un collège à Roberval. Certains hochent la tête parce que je l'ai mis au programme dans un cours qui ont suivi. Michel Marc-Bouchard s'est appuyé sur l'histoire de Roberval, de Russell Vien, pour recréer le Roberval De l'époque. de l'époque. l'époque. Donc, c'est quand même un bel hasard de l'histoire littéraire, ça. Vous parliez de la Révolution tranquille, etc. Moi, j'ai envie de vous demander en quoi l'œuvre de Vien change le regard qu'on peut porter sur le Québec d'avant la Révolution tranquille. Parce que moi, ce qui me fascine quand je le lis, c'est tout ce regard-là sur presque la queerisation des curés, tu sais, sur le Québec rural avec la réserve qui est pas très loin, etc. Il me semble qu'on a là, dans son œuvre, un regard assez neuf, assez contemporain, mais sur une époque qui était peut-être un peu sclérosée dans l'histoire littéraire. Oui, mais si on parle de ces romans publiés au Manitoba, qui portent des titres assez significatifs, disons, Les deux frères, les deux sœurs et le fils unique, on revient justement à ces romans du terroir qu'il a complètement réécrit, mais sous une lumière assez lugubre, n'est-ce pas? C'est vraiment pas un portrait gay, dans l'autre sens du mot, de cette vie que lui, il a connue. Et je pense que ça fait partie aussi du mouvement pré-Révolution tranquille. Mais ça a été publié au Manitoba. Et là, peut-être que Raymond pourra moi, parler j'ai, un petit oui, peu des échos de ça. Oui, ce qui m'intéresse de plus en plus dans l'œuvre de Russell Vien, c'est son œil sociologique. Et il était, dans ce sens-là aussi, il était contemporain. Et il y a beaucoup d'histoires dans ses nouvelles, surtout les deux frères. Parce que c'est l'histoire essentiellement d'un frère qui veut désespérément quitter Roberval. Et puis il l'a fait. Puis je l'ai interviewé, il s'appelle Robert Vien, maintenant décédé. Alors à 16 ans, il dit, moi je vais m'enrôler dans l'armée, puis vous pouvez tout aller faire ce que vous voulez à Roberval, mais moi je m'en vais. Il a commencé au Canada, mais il a abouti aux États-Unis. Puis là, il a menti sur son âge, et puis ils l'ont accepté quand même dans l'armée. Et puis il a été en Europe avec les forces armées américaines. Ça, c'est le frère de Russell, imaginez. Ça fait que le courage, pas seulement un courage, mais la révolte contre le village. Et puis Russell, dans ses écrits, a un œil, je dirais, ironique, très ironique sur la vie rurale et puis tout ça, mais très méticuleux quand même. Des descriptions très méticuleuses de la vie chez lui, de la vie des petites familles, mais toujours analytique, sociologique. Il lisait, son côté de journaliste. et aussi il lisait des gens comme Oscar Lewis, par exemple, les enfants de Sanchez. Alors Lewis avait fait la même chose, il s'était intégré dans une famille mexicaine. Il avait vécu avec elle. Et puis Russell adorait cette perspective-là, intimiste, sociologique. Alors, je dirais qu'il faudrait lier le fait critique à son homosexualité. Monsieur Muller, ici présent, dans un livre qu'il a publié, parlait de cette situation de l'homosexuel. Il faut se placer un peu dans l'époque, mais c'est peut-être encore jusqu'à un certain point vrai aujourd'hui. T'es à l'extérieur de la société. T'es repoussé par la société. La société hétéro.
Oui, oui. Je pense qu'il dit la société. Alors, ça permet un coup d'œil critique sur la situation autour de toi. Tu es à l'extérieur. Alors, toutes ces analyses que Russell a, je veux pas dire que son intelligence ne les aurait pas permises, mais je pense que c'est le fait de son homosexualité d'être à l'extérieur, de pouvoir voir la société, de l'élite, des structures autour de lui. C'est ce qui lui a permis. Alors, c'est une des raisons une autre raison de son importance, je pense, ce lien-là de son état, son identité sexuelle et son coup d'œil sur la culture, la civilisation. On peut peut-être laisser la parole à Bernard. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a calomnié là, tes écrits? Je l'ai dit que j'étais venu, moi, souvent pour vérifier si ce qu'il disait était vrai. Alors, je m'attendais à dire faux. Oui, ben ça, c'est mon propre cheminement dans tout ça. Puis c'est ça que je mentionnais dans un texte à Roger, ou JR, que l'homosexuel est par sa nature même en dehors de la société. Les choses ont beaucoup changé. Votre génération va pas penser comme ça. Va et veut se penser dans la société. Alors que notre génération, vous savez, là, on n'est pas des jeunes, là. Bientôt 81, je suis 80, l'autre je suis d'abord. La dame est plus jeune. Alors, vous voyez, on parle pas du même monde, là. Alors, dans notre génération, puis ça c'est quand même poursuivi encore assez récemment, que l'homosexuel se voyait de lui-même en dehors de la société. La société était hétéronormative, tout était fait pour accommoder ce monde-là, et l'homosexuel était, même s'il n'avait pas choisi, même s'il voulait faire partie, qu'il aurait voulu être là, je deviens émotif à le raconter, il était de par sa nature même en dehors. Alors, il ne pouvait pas faire autrement que de toujours être assis en dehors, comme moi je suis ici un peu en dehors, puis je peux vous regarder, puis je peux avoir je peux vous observer, je peux noter comment vous êtes, comme ça. Et ça c'est ma position, c'est notre position comme homo. Alors, je pense que justement, quand tu relèves ça de Russell, que s'il devient si analytique, parce que Russell, c'est un observateur, il voit, c'est toujours ça, c'est sa position tout le temps dans ses textes. C'est pas tellement qu'il parle de lui, ou de ses désirs, mais c'est les gens qu'il rencontre, c'est les gars qu'il voit, c'est partout où il est, et puis c'est toujours crade, hein. Il ne sera jamais dans des grands hôtels de luxe, et puis en train de boire du champagne avec des gens, il est dans les bars crades, il est avec... mais là, j'y pensais à ça, parce que Roger m'a fait ce commentaire-là, même que le monde crade n'a pas de jugement. Et c'est ce qui est si attractif. Je l'ai connu un petit peu, le monde crade. Alors, mais dans le monde crade, personne ne nous juge. On est soi, avec ses façons d'être. Dans un bar crade, tu rentres là-dedans, puis il n'y a personne qui va te dire, t'as pas ta place ici. Tu vas entrer, et puis tu vas être là avec les autres. Puis tu peux être aussi crade que tu veux être. Il n'y aura jamais un jugement. Ça va expliquer les skid row, puis les pieds de la société où on peut chuter, parce qu'il n'y a pas de jugement. Ça peut être une grande libération par rapport à vivre dans un monde qui nous juge tout le temps, qui nous regarde tout le temps, qui nous examine, qui nous évalue. Alors là, on s'abandonne à être qui on veut. Puis le danger, c'est qu'on peut couler bien bas. Mais en tout cas, c'est ça, cette position-là de la marge. C'est très important. Si je peux ajouter aussi, il y a un petit passage, puis je pense que c'est dans Les Deux Sœurs, où on parle des petites boîtes. Russell, à 5 ans ou 6 ans, il jouait dans l'appartement de sa grand-mère, mais en dessous de la table. Il avait accumulé des petites boîtes vides, là, de toutes sortes. Puis il se faisait des châteaux, puis tout ça. Puis on peut l'imaginer facilement, à 5 ans ou 6 ans, d'examiner tout ce qui se passe alentour de lui, mais caché en dessous d'une table, mais imbriqué dans ces petites boîtes. Alors, il est en train d'analyser déjà sa société, parce que c'est sa société, son père, sa mère, ses frères et sœurs, etc. Et, soit dit en passant,
Monique vient, je pense, à valider cette partie-là de l'histoire. Ça, il a vécu comme ça à 4 ans ou 5 ans. Il faisait ça. Ouais. Mais vos réponses, ils vont vraiment éclairer cette part de marginalité là, qui habite son œuvre puis son parcours. Puis on se rend compte quand on le lit qu'il se place vraiment à l'intersection de plusieurs marginalités. On parle d'homosexualité, mais on parle aussi de son identité autochtone et une marginalité linguistique, là, la francophonie hors Québec. Même à certains égards, on peut parler de certaines marginalités esthétiques, hein, la question du fragment, voire de l'essai, là, qui est peut-être un des genres un peu mal aimés justement par l'histoire littéraire. Donc, comment ça se manifeste? Il est tout à fait actuel aujourd'hui. Mais c'est ça, il est marginal aujourd'hui, central. Donc, comment ces différentes marginalités se manifestent-elles dans son œuvre? Donc, déjà, à travers son regard, ses souvenirs d'enfance, est-ce qu'il y a d'autres pans de l'œuvre qui en rendent compte de ces marginalités? Moi, j'aimerais peut-être rebondir sur ce que Bernard a dit à propos du jugement de la société. Ce qui est vraiment intéressant, c'est chez Rosselvien, c'est le jugement qui vient de lui-même, à cause de sa formation, à cause de son enfance. Comme tu l'as mentionné au tout début, il s'est présenté comme, pour devenir clerc, sévillateur. Et donc, il a subi toute une formation. Et ça, c'est un thème qui est très récurrent. C'est justement la religion, le poids de la religion et comment ça te forme finalement et fait en sorte que lui-même, il a une conscience de sa propre altérité qu'il ne peut pas nier, qu'il ne peut pas accepter et c'est comme une prison finalement pour lui. Il n'arrive pas à s'en sortir et malheureusement, je pense qu'il va mourir juste quand les choses commencent à s'ouvrir. Je ne veux pas faire partie de la table ronde, mais le truc intéressant, c'est que on dit beaucoup de Rosselvien, mais c'est caché. Il a utilisé des pseudonymes, il a dit à personne. Nous, là, on l'a connu, Rosselvien, on savait pas qui était. On savait qu'il y avait des poèmes de nature, des moments, tout est bien gentil. On savait pas qu'il y avait des nouvelles à Montréal sur des pseudonymes, et des choses extrêmement révélatrices, des choses dures, des choses qui nous prennent aux tripes. C'est triste ce qu'il raconte. On ne savait pas. Mais Rosselvien était partout, comme on dit. Il était admiré, il était estimé. Il fuyait. Il fréquentait pas les milieux et les salons. Il arrivait à un événement, puis il était proche de la porte, puis il s'en allait tout de suite. C'est le gars qui fuyait, puis son livre... Et fuir encore. Mais moi, ce que il m'a frappé là-dedans, c'est que c'est par sa fuite qu'il s'est exprimé, qu'il a trouvé sa liberté. C'est très paradoxal, cette affaire-là. J'ai trouvé une très belle citation de Roland Pessoa qui a dit, je cite, « La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. » Je pense que c'était le cas pour... Rosselvien, c'était un exutoire, la littérature. C'est en se cachant qu'il avait la liberté de dire. De se dire. C'est incroyable quand même, ça. Même si pour lui, c'était une fuite qui était terrible, qui était dans la honte, mais en se cachant derrière un masque, il a tout dit ce qu'il voulait dire. Exactement. C'est incroyable, ça. Puis on voit, si je peux me permettre, là, on voit aussi ces parcours-là un peu atypiques qui sont... ceux des personnages de beaucoup de ces textes. Hein. Beaucoup de personnages ont des parcours un peu de biais. Ils sont dans l'errance, comme s'ils avaient nulle part où s'installer à long terme, aucune situation dans laquelle se projeter sur le long terme. Ils ont souvent des désirs qui sont obliques. La sexualité est présente, mais dans des scènes un peu parfois furtives. On est dans une littérature LGBTQ+, mais on est dans quelque chose qui est, je dirais, pré-identitaire. T'sais, on mobilise pas encore tout à fait la catégorie gay, même si on représente l'homosexualité. Mais moi, ce qui me fascine dans ces textes, c'est que contrairement à d'autres textes qui arrivent assez tôt en littérature québécoise, on parlait tout à l'heure de la première revue LGBTQ+, au Québec, qui est en 1918, qui s'appelait Les Mouches Fantastiques, qui dure 2 ans à Montréal. Donc, contrairement aux textes qu'on retrouve dans cette revue-là, ou encore au premier roman qui aborde l'homosexualité, qui est Orage sur mon corps d'André Bellat en 1944, qui est aussi dans les années 50 derrière Le sang humain de Robert Vallière. Ben, ce qui est fascinant par rapport à ces premières œuvres-là, c'est qu'on n'est pas dans un discours crypté sur l'homosexualité. Il y a une représentation qui est très directe, qui est très franche, qui est très assumée. On n'est pas dans c'est comme si on met fin au régime des allusions, puis on présente cette condition-là telle qu'elle est. Puis je pense que
peut-être je suis d'accord là-dessus avec Monsieur Muller, que le fait d'utiliser un pseudonyme lui donne la liberté de le faire. Ah oui. C'est vrai, c'est juste. Et puis, je pense qu'on peut encadrer la fiction de Vien entre ce premier texte, un homme de 30 ans, et on ne sait pas son dernier texte, mais qui sert comme dernier texte, celui que vous avez étudié, Kantième. Je pense que tout le reste peut être intégré à l'intérieur de ça. Alors que le premier texte présente ses émois intérieurs, ses recherches, et ses découvertes, ce voyagement et tout ça. Dans Kantième, je veux dire, en bout de ligne, et puis le premier titre qu'il avait donné à ce texte-là, c'était « Le désir ». Il a changé le désir, il a conservé la citation de Bataille. Mais je veux dire, c'est jusqu'à un certain point une sexualité, une identité assumée. C'est presque, l'expression en anglais, c'est pelts on your belt. Alors, tu sais, pelts on your belt, c'est comme t'as gagné une peau, t'as gagné 2 peaux, t'en as scalpé 3, t'en as scalpé 4. Alors là-dedans, je dis, il passe de l'un à l'autre, etc. Là, c'est comme l'identité a été acquise. Ça veut pas dire que c'est pas lourd et puis parfois pas noir, mais il y a une grande différence à ce moment-là. Il y a un résultat. Alors je pense on étudie son œuvre, on va voir que cette identité-là a été grandement assumée. J'aurais peut-être envie, avant qu'on passe à la prochaine question, de vous entendre un petit peu plus sur la portion autochtone de son œuvre, parce que c'est très avant-gardiste aussi d'avoir des représentations de personnes autochtones dès les années 60-70 dans les textes. C'est une dimension qu'on n'a pas abordée, en tout cas en classe, très très peu pour son travail à lui. On étudie Anantan Capèche la semaine dernière. Donc j'aurais envie de vous entendre sur quelle place occupe la question autochtone à l'intérieur de la production littéraire de Vien. C'est une excellente question. Je dirais que, comme toutes les autres caractérisations de personnages marginalisés, les Premières Nations s'y trouvent. Donc, je pense tout de suite à Édouard Glissant et son traité du tout monde. Je pense qu'il avait une vision du tout monde, que nous étions tous plus ou moins métissés, comme ça, que c'était... Il n'y avait pas de hiérarchie. Je pense que comme tu évoquais les bars où ces personnages se retrouvent, tout le monde se retrouve sur le même pied d'égalité. Et je pense que c'est comme ça qu'il envisageait les représentants des Premières Nations, les Métis. Dans votre texte, les Kantièmes, on parle de, je pense c'est Ed, le Canadien et le Franco-Canadien Métis. Oui. Et il est présenté comme tous les autres, finalement. C'est présent dans ces textes, mais ça n'a pas tout à fait, si on met ça par thème, la même ampleur que l'homosexualité et tout ça. Mais on sait, puis Raymond pourra en parler, que il y a eu sa carte de montagnais, mais il se considérait lui-même métis, comme mélange. Et puis dans un texte que j'ai publié de lui dans une revue au Manitoba, c'est ça, il y a un éclat d'euphorie au moment donné où il reçoit sa carte d'identité. « Hourra, hourra, je suis Déné » qui crie. Ouais. Puis c'est un très beau texte où il voit aussi, je pense, une mère autochtone dans l'autobus. Oui, justement, Exactement. Mais il dit au même moment, depuis c'est écrit ça, il aurait préféré avoir une carte métisse qu'une carte autochtone. Au Manitoba, il aurait pu avoir une carte métisse, mais pas ici. Mais je dirais que dans certaines de ses nouvelles, je me souviens pas laquelle, mais il parle beaucoup des bars de la Maine à Winnipeg. Et puis là, il parle des Ukrainiens, il parle des Autochtones, il parle de tout ce mélange-là de gens, si vous voulez, de marginaux, de fait, à l'Armée du Salut, par exemple. Ben moi, je rebondis peut-être juste sur la question autochtone rapidement, parce que un truc qui me fascinait quand j'ai lu certains de ses textes, comme Les Deux Frères, par exemple, c'est que, bon, il réécrit, il y a à la fois des textes qui se déroulent dans le Québec ou dans le Canada d'après les années 60, mais il y en a d'autres qui sont dans ce qu'on estimerait la Grande Noirceur. Mais quand il traite de la Grande Noirceur, il le traite depuis les marges. Ça, c'est très intéressant. Puis moi, dans Les Deux Frères, ce qui me fascinait, c'est que la réserve était jamais très très loin au bout du rang. Il y a comme, on dirait,
l'espace de la réserve puis l'espace du rang qui se confondent. Là. Oui. On pourrait Tout pas à mettre fait. une frontière claire entre les deux. La femme du père est issue de la réserve, tout comme la grand-mère. Puis là, il y a comme une sorte de mélange comme ça. Puis ça, dans les textes qui mettent en scène l'univers paysan, agricole, tu sais, de la littérature canadienne française d'avant 60, c'est très très rare que Oui. la perspective autochtone, elle ait pas été complètement oblitérée. Ouais. Mais je transite quand même vers mon autre question parce que je veux qu'on ait le temps de parler aussi du style et de la forme, qui est c'est vraiment une dimension fondamentale de son travail. Quand on lit certains de ses textes, on est frappé du style singulier qu'il développe. Moi, quand j'ai découvert son travail, c'est la première chose qui m'a happé, c'est qu'on est vraiment en présence d'un style qui est reconnaissable entre tous. Tu sais, il y a une marque, une empreinte Rosselvien. Il a développé une voix qui lui est propre, notamment, JR, je crois en parler tout à l'heure, à partir des paragraphes qui sont formés d'une seule phrase, qui avance par virgule, et qui surnommait ces phrases spaghetti. Bon, j'aurais envie de vous demander comment vous décririez plus largement le style de Vien et ce qui en fait, selon vous, la singularité. Je dirais que c'est une écriture quantique, dans le sens de la mécanique quantique. Parce qu'on vient de parler de son autochtonie, du métissage, comment la réserve est jamais très loin du rang, etc. Je trouve, et puis la virgule est tout simplement, dans un sens symbolique de la chose, il met les choses sont toujours, comme dans le monde de la physique quantique, en superposition ou en interconnexion. Alors on passe toujours d'une chose à l'autre, la virgule nous amène d'une chose à l'autre, le rang est mentionné, ensuite c'est les pays du Québec, ensuite c'est alors il passe toujours dans ces textes d'un élément à un autre, pas de façon apparente, là, j'exagère en disant comme ça, mais si on regarde cette structure de cette écriture très spéciale qui fait qu'on le reconnaît, je pense parce que tous ces éléments de son imaginaire, de sa conscience sont toujours en interconnexion. C'est une écriture du jeu pour commencer, même si la société est décrite, même sur le paysage est décrite, il écrit pas, et puis c'est pour ça qu'il voulait pas écrire de roman, il trouvait que le roman, ça plein de décors puis de choses qui étaient pas nécessaires. Puis il voulait pas écrire de poésie, quoi qu'il en écrit un peu, parce que il trouvait que c'était trop subliminal, ça sublimait les choses. Alors la nouvelle, c'est tout à fait son genre, et pour moi, je décrirais cette écriture-là sous cette perspective-là d'écriture quantique. Tout est toujours présent, mais la virgule permet à un moment donné d'en visiter un aspect ou un autre. Moi, je le formulerais peut-être autrement, parce que ça m'est pas venu à l'idée, cet adjectif-là. Moi, j'ai considéré, il y a quand même une évolution, hein, entre, il faut considérer la première nouvelle, Un homme de 30 ans, comme une œuvre autobiographique, et c'est assez spécial. C'est l'ouverture et la clôture. C'est un récit, vraiment. C'est un récit de vie, comme Quantième est un récit de vie. Mais entre ça, vous avez des œuvres qui sont vraiment des fictions, où on voit qu'il cherche un peu sa voix. Mais ce que j'ai trouvé depuis le tout début, je me rappelle plus du titre de la deuxième nouvelle, l'auberge c'est ça. Et on voit déjà cet espace un peu éclaté, très fragmenté, où il procède par accumulation et un peu d'allusion aussi, parce que c'est plus tard où il laisse tomber l'allusion. Et moi, en étant poète, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est justement la perspicacité, la façon qu'il décrit les choses, parfois de façon tellement poétique, et ça nous fait réfléchir. Par exemple, dans Quantième, à un moment donné, il parle des escaliers. Tout un paragraphe sur les escaliers. Évidemment, c'est un symbole, c'est une métaphore filée sur les hauts et les bas de la vie. Mais je veux dire, quand on le lit, on se dit, il est très pointu sur les détails. Mais si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il y a plusieurs passages comme ça où c'est la voix du poète qui est en train de dire quelque chose, mais de façon un peu détournée par la métaphore, par le symbole, par l'abstraction même. Lise, tu parles de la voix du poète. Moi, je trouvais qu'il y avait une grande modernité sur le plan de l'énonciation dans les nouvelles, justement, au fur et à mesure qu'on avance dans « Et furent encore », il y a une narration au « je », mais tout à coup, on bascule avec le « tu ». Donc, l'adresse à l'autre, mais on intègre aussi la voix d'autrui, la voix de Tom, cet amant qu'il rencontre à Winnipeg, la voix de l'autre, mais dans cette démarche d'observation, mais aussi de
très empathique, là, qui, je trouvais, se rattachait à l'écriture de Marie-Claire Blais, notamment, là, à faire entendre puis à intégrer les voix d'autrui, mais pas pour parler à la place d'eux, mais faire entendre Oui, la voix je des pourrais autres. peut-être remplacer le mot poétique par sensibilité et je dirais même sensualité. Parce qu'il a une façon de décrire les choses qui frappe. À plusieurs reprises, je me suis arrêtée, j'ai dit « Ah, j'aurais voulu écrire ça! » Moi, ce qui me frappe personnellement, c'est son travail du flux de conscience. Il fait partie des voix au Québec qui ont cherché à intégrer le flux de conscience dans leurs textes. Souvent, on retient des grands noms de la littérature. Hein. Ça a permis d'inscrire des esthétiques dans l'histoire de la littérature québécoise. Quand on pense, on parlait de Marie-Claire Blais, Marie-Claire Blais va intégrer les flux de conscience dès la fin des années 70 avec les livres d'Underground, puis ça va aller croissant, avec des phrases de plus en plus longues. Anne Hébert le fait dès 70 avec Kamouraska, et lui, il le fait aussi, mais effectivement, j'aime bien la formule qu'avait JR tantôt, le flux de conscience par constatation. Et il y a à la fois quelque chose dans le flux de conscience chez lui qui est toujours à la fois désorganisé, puis arrêté, puis il y a comme une interruption du flux de conscience et sa reprise. Ça m'a beaucoup fasciné sur le plan esthétique, personnellement. Peut-être comme le temps file, puis ça nous permettra de clore pour mieux accueillir les questions du groupe, là, mais revenir sur ce projet d'édition. Raymond, t'as évoqué les débuts, l'origine de ce projet-là, et la question que j'avais envie de vous poser, c'est justement autour de ce personnage-là, si secret, mystérieux qu'était Rosselvien, qui semblait une personne justement très secrète, même s'il était très connu dans son milieu. Comment, pour votre démarche, avez-vous concilié le désir de faire connaître l'œuvre, mais en même temps la volonté de l'écrivain de rester dans l'ombre? Est-ce que vous vous êtes tracé des limites à cet égard-là dans le projet? Est-ce que ça a été compliqué de négocier? Ça a été une bonne question, puis à un moment donné, dans la publication de Fuir encore, mon cher collègue a décidé de mettre son nom, Rosselvien, et puis je l'avais pas discuté avec Monique Vien, sa sœur, qui est, je vous rappelle, sœur missionnaire blanche en Afrique. Et puis je me suis dit, moi je voyais ça presque comme une trahison de ses confidences à elle qu'elle m'avait faites. Fait que je lui ai écrit, puis j'ai dit, écoute, j'ai un collègue là, qui va rééditer et fuir encore au nom de Rosselvien. Puis je n'étais pas sûr à quoi m'attendre, mais elle m'a répondu, puis elle a dit, ben oui, à quoi bon rééditer si on ne l'attribue pas à l'auteur? En autre mot, qu'on ne l'attribue pas à l'auteur, qu'on enlève le masque, et puis qu'on révèle qui c'est. Donc, elle te félicitait. Merci. Ça me semblait normal. Moi, j'avais peur. Je craignais un peu ça. Ben, parce que, comme je le disais au tout début, sa famille aurait été horrifiée à l'époque s'il s'était révélé. Mais là, on est en 2020, 2022. Mais le sentiment, il y avait ce premier colloque que vous avez tenu, il était question, où la famille était là. On parlait de ce livre-là comme étant celui de Rosselvien, etc. On en parlait publiquement. Depuis le milieu des années 80, certains d'entre nous, au moins à Saint-Boniface, savions qui il était, que ces pseudonymes-là recouvraient une personne. Ça me semblait normal qu'il fallait lui attribuer le livre, mais je comprends ta sensibilité à l'égard de la question. Oui, mais en tout cas, à ce colloque-là, on avait invité Monique Vien. Elle était venue à nos frais, puis elle a entendu tous les débats, puis tout ça, et puis évidemment, toute la question de l'homosexualité était... Parce que tu ne veux pas la ressusciter pour l'enterrer de nouveau. Ben, c'est ça, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci.